Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. SOS Détresse Amitié, bonjour. On est ravis de vous retrouver. Thérèse, pardon. Les vraies voix. Ça dépasse. 0826 300 300. C'est le numéro si vous voulez bien entendu vous confier sur l'actualité, témoigner bien entendu, rebondir, râler. Vous pouvez le faire aussi. Tout est permis ici et bien sûr avec modération. Et on sera ravis d'accueillir votre parole, mesdames et messieurs. Et puis, vous pouvez bien sûr, on est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David. Ça va Philippe David? Ça va très bien Cécile. Et vous avez mis votre pull Bruno Le Maire. Oui, parce que les températures ont baissé, donc alors c'est pas un col roulé, c'est un col cheminé. Un bon renflement au niveau du col d'ailleurs. Ouais. Oui, mais un renflement bleu. T'aurais préféré un renflement au niveau des pectoraux si tu veux. C'est ça. Mais c'est fielleux, ces propos. Mais en fait, Philippe, il est inversé. C'est-à-dire que tout est tombé. Voilà. Allez les Ça commence amis, bien. au sommaire de cette émission, on reviendra sur le 20h avec la baisse des impôts annoncée par Emmanuel Macron. Peut-il reconquérir les classes moyennes? On va en parler bien entendu après les annonces successives du ministre des comptes publics en faveur du pouvoir d'achat et pour soutenir les revenus des travailleurs. Emmanuel Macron a donc annoncé hier une baisse d'impôts de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes. Le président tente donc de reconduire peut-être ces 15 millions de ménages qui gagneraient entre 1005 et 2500 euros par mois, Philippe. Oui, une population qui a du mal à boucler les fins de mois, mais est-ce que c'est ce qu'attendent les classes moyennes? Elles attendent des baisses d'impôts, parce qu'on est imposable quand on gagne le SMIC, faut-il le rappeler, ou est-ce qu'elles attendent plus de salaire? Est-ce qu'elles n'ont pas d'autres préoccupations? Une meilleure vision de l'avenir, plus de sécurité, une meilleure intégration dans l'emploi. Vous êtes classe moyenne, vous dites, moi, les baisses d'impôts, ça m'intéresse. Vous dites, non, moi, j'attends totalement autre chose. On vous attend au 0826 300 300. Et à notre question, est-ce qu'il peut reconquérir les classes moyennes? C'est un grand non à 95%. Faut-il un grand remaniement ministériel? Ça, c'est le coup de projecteur de 18h30 fin mars dernier. 6 Français sur 10 se déclaraient favorables à un remaniement ministériel incluant le départ d'Elisabeth Borne. Aujourd'hui, un nouveau baromètre des personnalités politiques d'IFOP Fiducial pour Sud Radio et Paris Match semble confirmer cette tendance, Philippe. Oui, qui fait partie du haut du classement? La première ministre qui fête ses 1 an à Matignon aujourd'hui même, ou des membres de son gouvernement? Y a-t-il des surprises? Alors l'embargo est à 18h, mais on peut vous dire que le classement a changé, il a pas mal bougé en haut. Alors est-ce que vous pensez qu'il faut un grand remaniement ministériel, ou est-ce que vous pensez que de toute façon, si c'est pour faire la même politique, que ce soit Borne, X ou Y à Matignon, ça ne changera rien? Dans tous les cas de figure, le numéro de téléphone est encore et toujours le même, le 0826 300 300. On n'a pas eu le temps de le noter, vous parlez trop lentement. Et à cette question, un grand remaniement ministériel, est-ce que vous êtes pour ou contre? Vous êtes un grand oui à 85%. Bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger est avec nous pour commenter cette actualité. Aujourd'hui, bonsoir Philippe Bilger, bonsoir. le président de l'Institut de la Parole. Bonsoir. Monsieur le Président. Ça va, monsieur le Président? Mais en pleine forme. Voilà, vous avez. Et vous allez avoir la parole aiguisée ce soir? Mais j'espère. Ah, j'espère. Si on me la laisse. Ouais. Ça commence. Le numéro quel numéro. Le numéro. Tu sais qu'il va arriver jusqu'à 90 ans, il sera comme ça. Françoise C'est-à-dire de Gois. toujours il fera Calimero. Mais vous tu peux croyez que changer. j'irai jusqu'à 80 minimum. oui. Moi je suis sûr. Ah bah oui, magnifique. Moi, je me sens pas. Ah Mais si, Ah bah. si, Non, regardez. mais Eh ben, si on Philippe pouvait Bilger, parler d'autre chose. faites un effort, s'il vous plaît. D'accord. Je Alors, vais faire un soyez effort, aimable. promis. Françoise Dans 30 ans, de les Gois. les vraies voix. Oui, à bonjour. partir de maintenant, Oui. vous devez enlever 4 mots par phrase. Pourquoi? Parce que vous faites des phrases trop longues. Ah ouais, c'est ça. C'est sûr. Allez, bienvenue. Forcément, c'est Françoise sûrement de que Gois. ça tombe. Oh, mon Alors. petit chat, ça va. Oh, qu'est-ce que vous êtes Mais parce que vous pénible. avez de l'humour, les autres sont. C'est vrai que non, pas Ils vont exercer apprécier. facilement. Jean Dorido n'a pas d'humour, on le sait bien, docteur en psychologie, créateur de l'application Zenfi. Vous avez de l'humour, Jean? Écoutez, j'essaye. Sur les C'est pas autres, facile oui, tous mais les pas jours. sur moi. Oui, alors mais je vais vous avouer que Jean, pour bien le connaître, est le roi de la contrepétrie. non, Oui, non, non, mais il faut les comprendre. Vous recommencez pas toute l'émission à faire des contre-pétiers auxquels nous, on On comprend ne rien. comprend rien On et est en plus, exclus. Ah, sont-elles on- vraiment nécessaires? Ouais, en plus, elles ont toujours un caractère assez scatologique, faut quand même le dire. On peut vous apprendre parce que c'est un Non. beau métier, Non, mais on professeur. veut pas, on veut pas, Sincèrement. on veut pas, Vous on savez veut quoi pas. Jouer dans la apprendre, cour c'est de un beau métier, récréation. professeur. Attends, apprendre, c'est un beau métier, professeur. Ouais, hein. Tu l'as compris? Mais moi, je la comprends pas. ouais. Il y en a une. Quand tu pas les grave. vois, les deux débiles. Cherchez bien, rigoler. cherchez bien. Non mais Apprendre, le truc c'est c'est un que beau vous les métier. regardez et vous faites ouais super. Allez, Apprendre, Et c'est un beau métier, au- professeur. au 0826 Vas-y, 300 attends. 300 les enfants avec Didier qui est avec nous et qui nous appelle de Paris. Bonsoir Didier.
Bonsoir Oui, bonsoir. Didier. Bonsoir à tous. Comment ça va comment ça Comment va ça va C'est un peu Vous êtes comme bien sur dans Auvergne votre Radio. studio, ça va plutôt bien. Plutôt bien. Et vous faites quoi dans la vie, Didier? Je travaille, je suis consultant. C'est pas grave. On peut vous consulter pourquoi, cher Didier? Ce que vous voulez, des problèmes d'impôts, vous parliez d'impôts, des problèmes de financement, des D'accord. problèmes d'accompagnement, voilà. Eh ben écoutez, c'est une... Vous vous appelez Didier Cahuzac? Je vous en prie. Je vous en prie, s'il vous plaît. Et vous restez avec nous, Didier, puisque aujourd'hui, on fête les 1 an. Écoutez. Je suis évidemment très ému ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ces fonctions, Édith Cresson. Et peut-être je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Et il y a 1 an, c'était l'arrivée d'Elisabeth Borne à Matignon et c'était son premier discours. C'était le 16 mai. Voilà. Et depuis, Concordance des temps, parce que hier c'était l'anniversaire de l'arrivée d'Édith Cresson à Matignon. La mi-mai est très bien pour les femmes premières ministres. vivement le 17 mai. Oui. Elle a passé le cap Des un des an. 1 an, Ben oui. donc elle peut se faire débarquer, puisque c'était la grande angoisse d'Emmanuel Macron, enfin de l'exécutif, c'est qu'elle fasse pas plus court que Édith Cresson. Donc là, ça y est, elle a passé le temps. Elle a passé 1 an, donc on peut la débarquer. Ah, Voyez. Mais pour mettre qui? Et c'était pas facile. Ah mais ça, mais moi je sais pas, moi c'est pas mon vœu, c'est autre chose. Mais en tout cas, là, la borne est passée. eh ben on en parlera. Si je puis m'exprimer oui, ainsi. bien sûr, bien entendu. Quel humour. On en parlera bien entendu tout au long de cette émission d'un sujet là-dessus justement sur les personnalités. Absolument. On en parlera avec Monsieur Dabi, notre ami. Oui. Et puis Voilà. il n'y a aucune vraie voix qui rentre dans le baromètre, je vous le dis. Ouais. Tant mieux. Ça tombe bien qu'il doit C'est aller dans drôle le d'idée d'essayer gouvernement. d'entrer dans un baromètre. Les amis, on vous souhaite la bienvenue. 0826 300 300 tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et monsieur le procureur veut requérir contre la détestation d'Emmanuel Macron, forcément entière pour les oppositions. Oui, il a les oppositions à la suite de son intervention d'hier l'ont qualifié de déconnecté, hors sol, méprisant. J'ai écouté, comme nous tous, je suppose, son intervention. On n'est pas forcément d'accord avec ce qu'il a dit. D'ailleurs, j'avais dit avant que je n'aimais pas, et j'ai été beaucoup contredit, le fait que, à discrétion, on s'invitait médiatiquement maintenant avec une parole de plus en plus surabondante. Et d'ailleurs, j'ai noté qu'en réalité, ça a été très peu écouté. Le journal de TF1 n'a pas changé, Non. malgré 6 l'entretien avec le 6 président. millions de téléspectateurs Même pas. contre 15 millions, 6,09 Alors, millions contre plus de 15 millions dans la dernière Vous intervention. avez raison, c'est pas seulement une affaire de chiffres, mais au fond, à partir de la critique qu'on peut estimer légitime, je suis un peu agacé par le réflexe pavlovien qui consiste en permanence, de la part des oppositions ou de l'opposition en général, avant Emmanuel Macron, ça n'était pas très différent, à systématiquement dénigrer ce qui vient d'être dit. Je suis persuadé qu'il y a des opposants de bonne foi qui, s'ils étaient libres, seraient infiniment plus nuancés dans la perception des discours présidentiels. Et hier, si on avait pu les prendre l'un après l'autre, je suis persuadé qu'il n'y aurait pas cette posture un peu agaçante de dénigrement systématique. L'opposition, c'est pour s'opposer, c'est ce que disait François Mitterrand. Donc, je ne comprends pas toujours votre C'est truc. systématique, Mais ça s'appelle la François. politique. Mais moi, je m'en mets personnellement. Je pense que cette intervention, je n'ai même pas dit qu'il était hors sol, moi, par exemple. Je pense que cette intervention, elle est nulle et non avenue. La stratégie de la saturation médiatique, on la connaît, on sait très bien que ça mène pas à grand chose en réalité. Après, les oppositions, elles sont là pour s'opposer. Oui, mais François, si elles considèrent, moi honnêtement, le peu que j'ai regardé, il est ennuyeux maintenant. Oui. Je pense que ce que j'aurais dit, c'est pas qu'il est hors sol, c'est que il est ennuyeux. Il est comme toujours, moi, me and myself, j'ai parfaitement réussi, je ne suis pas méprisant. Bon voilà. La question est, pourquoi faire 15 minutes sur TF1 ? C'est surtout ça la question. Oui, mais je n'arrive pas, pardon Jean, je n'arrive pas à m'habituer au
fait que la politique doit nécessairement simplifier. Mais ça a toujours été comme ça. Jean Dorido. Philippe. Écoutez, là pour le coup, je vais rejoindre ma collègue Françoise, que je retrouve ce soir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été ensemble à ce micro. Non, chacun son job. L'opposition, c'est fait pour s'opposer. La politique, c'est quand même pas des enfants de cœur. Et le président ne s'est pas gêné en son temps pour critiquer les uns les autres. Start-up Nation, moi j'apporte du renouveau. Vous allez voir ce que vous allez voir. Même hier, c'est un juste retour des choses. Oui, mais je ne comprends pas cette phrase. On a le temps là, Non, mais allez-y. Bon, j'arrête. Non, mais allez-y. Non, répondez. Je disais la phrase, l'opposition c'est fait pour s'opposer. On a le droit d'être intelligent tout de même. Et alors, mais non, mais François... Non, mais vous pensez que le reste... Non, je vais expliquer votre problème. Est-ce que la question c'est de dire est-ce qu'il faut s'opposer pour s'opposer? Voilà. Bien sûr, parce que je pense qu'il y a matière dans ce qu'a dit Emmanuel Macron hier à nourrir une opposition. Par ailleurs, vous pensez que vous pensez que tout le monde est systématique, mais vous êtes le premier à être systématique en fait. Mais bien sûr que si. Vous pensez, mais bien sûr que si. Mais bien sûr. Écoutez, je le dénie absolument. Mais c'est pas vrai. Moi, je vous dis, je vous écris, je vous lis, je débat avec vous. Vous avez une stratégie systématique d'opposants ou pas, mais c'est du systématisme aussi. Dans votre nuance, elle est systématique. On verra dans nos sujets du jour. Le psy est en train de réfléchir. Elle démarre bien cette émission. Vous restez avec nous dans un instant. 3 mots dans l'actu. C'est avec Félix Mathieu et on reviendra sur cette baisse d'impôts. Emmanuel Macron peut-il reconquérir les classes moyennes? Pour l'instant, c'est un grand oui à 95%. Bienvenue, c'est Les Vraies Voix. Un grand non. Bienvenue à tous et nos vraies voix ce soir dans Les Vraies Voix. C'est ça qu'elle a. Je cherchais quand même le nom de l'émission. Ah oui, le nom. Qui êtes-vous? Ah, Philippe David, c'est bien ça. Philippe Bilger est avec nous. Philippe David. Ah, des noms. Vous auriez dû inverser, ça aurait été plus drôle. Et Françoise de Gaulle est avec nous, Jean Dorido est avec nous et bien entendu notre vraie voix qui s'appelle Didier, qui nous appelle de Paris. Vous pouvez bien sûr nous appeler 0826 300 300. Et tout de suite, c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et ce sont les 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et ces 3 mots dans l'actu sont irrecevables, scandaleux et scabreux. Abroger la réforme des retraites, proposition irrecevable. Les groupes macronistes brandissent l'article 40 de la Constitution contre la niche parlementaire du groupe Lyot prévu le 8 juin. Un petit-neveu de Brigitte Macron frappé hier soir à Amiens juste après l'interview télé du chef de l'État. Soutien de gauche à droite, même les oppositions dénoncent une agression scandaleuse. Et puis Johnny Depp sur le tapis rouge à Cannes après les déballages scabreux devant la justice. Place au retour en grâce contesté dans le rôle de Louis XV. Les vraies voix Sud Radio. Après le 49.3 et le 47.1, mesdames, messieurs, place à l'article 40 de la Constitution. La réforme des retraites continue à nous offrir un cours collectif de droit constitutionnel. Les députés ne pourront sans doute pas voter le 8 juin sur l'abrogation de la réforme lors de la niche parlementaire du groupe Lyot. Les groupes macronistes brandissent désormais cet article 40, article en vertu duquel les propositions de loi d'origine parlementaire ne peuvent pas engendrer de nouvelles dépenses, ne peuvent pas avoir d'impact budgétaire. Or, ce serait bien le cas si on abrogeait la réforme des retraites, plaide Daniel Labaronne, député en charge des questions liées aux dépenses publiques au sein du groupe Renaissance. Cette proposition de loi, elle engage des dépenses très très importantes puisque ce serait une perte de 13 milliards d'euros. Or, nous avons un principe qui consiste à dire que quand un député ou un groupe politique propose une dépense, il faut que cette dépense soit gagée. C'est-à-dire que les députés ou le groupe de députés disent comment il va financer cette dépense nouvelle. Alors, on utilise habituellement l'augmentation du prix du tabac. Bon, sauf que là, le prix du tabac va être phénoménal si on gage cette réforme. Donc, il y a un article qui s'appelle l'article 40, qui va sans doute être actionné, enfin je le pense, je ne suis pas un grand constitutionnaliste. L'article 40 va être actionné, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de vote. Si l'Assemblée nationale retient ce principe de l'application de l'article 40, il peut ne pas y avoir de débat, oui. Daniel Labaronne, économiste et député Renaissance d'Indre-et-Loire au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. En tout cas, les groupes Renaissance, Modem et Horizon se disent désormais prêts à saisir le bureau de l'Assemblée nationale pour déclarer irrecevable cette proposition du groupe Lyot, cette abrogation de la réforme des retraites. Je voulais juste dire que c'est pas fait, qu'il faut que ce soit Yaël Braun-Pivet qui s'en empare. Elle a une pression énorme de Emmanuel Macron et Elisabeth Borne pour le faire. Ça n'est absolument pas fait. Et Charles de Courson n'a pas du tout l'intention de se laisser faire. Donc attention, il ne faut pas commencer à enterrer. Bien sûr, vous vous rendez compte ce que ça signifie ? L'ensemble des subterfuges qu'on aura utilisés pour que jamais cette loi ne soit votée par les députés. Mais ça n'est pas fait. On ne peut pas laisser penser que c'est fait, ça n'est pas le cas. Philippe Bilger, on a l'impression que tous les artifices sont bons pour qu'on ne revienne pas sur la réforme des retraites.
C'est sûr, mais là, je risquerais d'être trop long. Il est évident qu'il cherche, et ça n'est pas un moyen absurde. Hein, et c'est là où je crains le pire. Je suis d'accord. Non, mais on voit qu'on a quand même des formidables institutions. La Constitution, elle a vraiment été faite aux petits oignons, dans le souci justement que voilà, le pouvoir puisse agir. Et on avait été traumatisé en France par la 4ème République, et donc là maintenant, on a des institutions très solides. Parfois, c'est vrai que ça pique, mais au moins un gouvernement qui gouverne, un exécutif qui agit. Même avec une majorité relative. Non, moi je suis pas du tout d'accord avec vous, parce que le spectre, c'est trop long, mais le spectre de la 4ème instable, c'est pas tout à fait ça le sujet. On en vient à cette agression du petit-neveu de Brigitte Macron hier soir à Amiens. Jean-Baptiste Trogneux rentrait chez lui au-dessus de la chocolaterie familiale qu'il a récemment reprise lorsqu'il a croisé des manifestants réunis après l'interview du président Macron sur TF1. Des manifestants qui l'ont alors reconnu avant de se mettre à l'insulter puis à le rouer de coups, comme le raconte le père de la victime, Jean-Alexandre Trogneux, auprès de nos confrères de BFM TV. Des coups de poing dans la figure à plusieurs reprises. Ils l'ont jeté au sol et ils l'ont tabassé avec des coups de pied dans la tête, dans la tempe, dans les doigts, dans les bras. Enfin bref, une vraie gabegie. Et il doit son secours au voisin d'en face qui courageusement s'est déplacé avec ses fils pour éloigner les agresseurs et qu'il puisse rentrer chez lui. Là, il est en train de passer un scanner cérébral. Il y a une commotion, il y a plusieurs doigts qui sont abîmés, il y a des côtes cassées. C'est absolument scandaleux. Leurs établissements régulièrement visés depuis l'élection présidentielle de 2017. Ce neveu de Brigitte Macron en est rendu à souligner que la boutique n'a aucun lien financier avec le chef de l'État. Agression condamnée, en tout cas, y compris dans les oppositions de droite à gauche. Scandaleux, commente par exemple l'écologiste Sandrine Rousseau sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas des méthodes de tonton Macoute de Picardie? Oui, enfin c'est des méthodes de brutasse, comme il y en a dans chaque groupe, voilà. Il a quel âge, Félix? Il a une vingtaine d'années, je crois. Il est jeune, il vient de reprendre la boutique familiale, cette chocolaterie à Amiens. C'est absolument scandaleux, mais moi je me demande, pardon François, si nous ne sommes pas tous les opposants un peu compulsifs à Emmanuel Macron, pas un petit peu responsables. Ah non, écoutez, Philippe, on va pas faire ça, on va pas faire ça pendant 4 ans. Non, mais c'est très important. On n'a peut-être pas le temps. Philippe, on a le temps. Je trouve que, et moi je m'incrimine moi-même, je pense qu'il y a une sorte de cohérence dans une opposition systématique, vindicative, en tout cas de ma part. Il n'y a rien que je lui passe, et l'attaque par des obtus d'un jeune homme de 20 ans parce qu'il est neveu de Jean-Dory. Simplement sur la responsabilité des uns des autres, cette agression, elle est absolument ignoble et scandaleuse. La société française, elle est violente depuis toujours. Ça ne s'arrange pas ces derniers temps. Il y a tous les jours des agressions abjectes, et celle-ci est aussi scandaleuse que les autres. Les responsables, ce sont les personnes violentes, avant tout. Je peux pas souscrire ça. On va pas recommencer comme ça pendant 4 ans à faire un mea culpa parce que vous mettez tout sous l'éteignoir. Je ne suis pas responsable, moi, dans ma critique d'Emmanuel Macron, s'il y a des débiles dégénérés qui vont tabasser le petit-neveu de Brigitte Macron. Ça n'est pas mon problème. Et vous dédouanez complètement, en plus de ça, le caractère irritant, clivant, et qu'il cherche absolument à alimenter quand il demande Emmanuel Macron à ce qu'on mette qu'on mette désormais la photographie officielle obligatoire. Vous enlevez toute responsabilité. Quand un député joue au ballon avec un ballon au foot avec un ballon, il y a la tête de Macron. Est-ce que ça pose pas de question? Excusez-moi, je redis inlassablement, nous sommes les champions en France de la violence politique depuis toujours. On a complètement oublié dans ce pays qu'on a assassiné des députés, qu'on a assassiné. On commence avec Ravaillac et puis on peut continuer la liste. Nous avons une tradition politique atrocement violente. Je le redis. Vous avez complètement oublié ça de la France. Et là, je suis d'accord avec vous. Mais vous ne pouvez pas. Moi, je refuse, Philippe, ce lien que vous faites, qui est une espèce de lien complètement sentimental, en fait, entre le fait que le petit-neveu de Brigitte Macron soit agressé et le fait qu'on critique la politique d'Emmanuel Macron. Je vois pas le sens et je ne veux pas le voir parce que ça veut dire que si on commence comme ça, on fout tout sous l'éteignoir, tout est terrible, les policiers ont raison, dans tout ce qu'ils font. On peut pas, c'est vous qui êtes binaire en fait là. C'est là que vous devenez binaire. Mais il a le droit. Bien sûr, il a le droit. Non, mais on ne l'interdit pas. Mais je n'interdis pas, il a le droit d'être binaire, mais il ne peut pas accuser les autres de l'être.
Et puis direction le Festival de Cannes qui s'y déroule son tapis rouge pour Johnny Depp qui est contesté. Oui, plutôt contesté. Retour en grâce pour une star déchue, écartée des plateaux d'Hollywood depuis notamment l'étalage de son procès scabreux avec son ex-compagne Amber Heard. Et il revient par la grande porte, choisi par Mai Wen pour interpréter Louis XV dans Jeanne du Barry, le film d'ouverture dont elle tient le rôle principal, celui d'une fille du peuple devenue favorite du roi de France Louis XV. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de changer de vie? Pour aller où? Jean du Barry veut que je vous présente au roi. La comtesse Jeanne du Barry. Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation. Une invitation à quoi? À la bagatelle. Alors pour ne rien enlever au parfum de scandale autour du film, Mai Wen a récemment admis avoir agressé le journaliste Edoui Plenel dans un resto parisien. Les raisons sont pas claires. En tout cas, Johnny Depp attendu sur le tapis rouge sous une affiche où trône Catherine Deneuve à quelques heures de la cérémonie d'ouverture qui sera présentée par sa fille Chiara Mastroianni. Qu'est-ce qu'elle est belle cette affiche, vous l'avez vue? Oui, magnifique, c'est magnifique. Très jolie, très très jolie. Vous avez vu le film, vous? Non, je vais aller le voir demain, mais Mai Wen a parfaitement admis avoir craché, parce qu'il avait attaqué son mari Besson. Et deuxième élément, j'aime beaucoup Mai Wen comme réalisatrice, j'aime son parler vrai. Et pour Johnny Depp, elle avait proposé d'abord le rôle à un Français qui avait refusé sans lire le scénario, ensuite à un autre acteur dont elle ne donne pas le nom, qui malheureusement est tombé malade. Et puis elle a pensé à Johnny Depp, qui doit être pas mal là-dedans. Voilà. Certainement. Voilà. Allez, vous restez avec nous. On revient dans quelques instants avec notre débat sur la proposition d'Emmanuel Macron, en tout cas les 2 milliards d'euros pour les classes moyennes. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'il va renouer grâce à cette proposition renouer avec les classes moyennes? Vous dites un grand nom et vous voulez nous en parler, c'est facile. 0826 300 300, à tout de suite. Bienvenue avec nos vraies voix du jour, avec Françoise Degois, avec Philippe Bilger et Jean Dorido, et vos appels 0826 300 300. Vous avez envie de commenter l'actualité, vous êtes les bienvenus. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les baisses d'impôts qu'on a faites sur les ménages se sont concentrées sur ces classes moyennes. Pour l'instant, c'est extrêmement flou. Il y a 2 milliards de baisses d'impôts. Ces 2 milliards, j'ai demandé au gouvernement de me faire des propositions pour qu'il se concentre sur ces classes moyennes. Ça ne fait pas une politique sociale, une baisse des impôts. Ça ne fait pas une augmentation des salaires. Ça ne fait pas une amélioration des conditions de travail. C'est ce qui va permettre à des gens qui travaillent, qui sont classe moyenne, d'avoir en quelque sorte un reste à vivre plus important pour eux. Emmanuel Macron poursuit sa politique qui consiste à taxer moins pour gagner plus. Et c'est une forme de paresse à pas vouloir regarder autrement la politique fiscale dans notre pays. Ce sera quand la trajectoire budgétaire le permettra. Avec ça, on n'est pas beaucoup plus avancé. Et donc, hier, Emmanuel Macron sur TF1 a annoncé une baisse d'impôts de 2 milliards d'euros pour les classes moyennes, une main tendue vers ceux qui, d'après le président, sont trop riches pour être aidés et pas assez riches pour bien vivre. Plus de 15 millions de ménages seraient concernés selon le ministère des Comptes publics, Philippe. Oui, Cécile. Alors, cette baisse des impôts pour les classes moyennes qu'Emmanuel Macron situe entre 1500 et 2500 euros, est-ce que déjà on est dans la classe moyenne à 1500 euros puisqu'on est 8% au-dessus du SMIC? Le SMIC, c'est un tout petit peu moins de 1400 euros net aujourd'hui. Vous êtes classe moyenne. Vous avez du mal à boucler les fins de mois où vous dites, moi, je suis plutôt moyenne supérieure à 2500 euros ou 3000 euros. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez quoi? Vous voulez des baisses d'impôts, des hausses de salaire? Vous voulez autre chose? De la sécurité? Vous voulez des perspectives d'avenir? Dans tous les cas de figure, venez nous le dire au 0826 300 300. Et justement, sur cette baisse d'impôts annoncée par Emmanuel Macron, peut-il reconquérir les classes moyennes? C'est un grand nom à 96%. Continuez de voter sur notre compte Twitter. Louis Chauvel est avec nous pour en parler, professeur de sociologie en université au Luxembourg, auteur des livres Les classes moyennes à la dérive et la spirale du déclassement, essai sur la société des illusions aux éditions du Seuil. Philippe Bilger, cette proposition qui tombe du ciel, est-ce qu'on va de nouveau acheter les bas salaires? Alors je suis encore une fois sur cette proposition, n'étant pas un spécialiste de la finance, immédiatement je ne peux pas la trouver inutile. Alors elle est peut-être insuffisante, elle ne touche peut-être pas véritablement les classes moyennes. L'analyse qu'il fait sur cette catégorie sociale qui n'a pas d'aide et qui ne peut pas bien vivre, elle ne me paraît pas fausse. Mais ce qui me gêne un peu, c'est toujours sa méthode. J'ai l'impression que le président
président attend tranquillement de voir ce qui va surgir de la part des oppositions dans le débat public, et puis il s'en empire comme une sorte de il s'en empare comme une sorte empire. Mais j'allais dire comme une sorte de vampire, précisément. J'ai l'impression qu'il vient absorber ce qui vient d'ailleurs avec une intuition relativement perverse, et au fond, à chaque fois, il se saisit des sujets, à la fois probablement parce qu'il y croit un peu, mais surtout parce qu'il veut vider le terrain autour de lui. Françoise Degois. Oui, moi je résume ça, je suis d'accord avec Philippe sur la stratégie des parts de marché. Vous savez, on fait tourner la machine, alors quelle est la part de marché, quelle est la préoccupation, et je donne des garanties à la préoccupation. J'ai rien à dire sur le fait qu'on baisse les impôts de 2 milliards pour les classes moyennes. Je serais intéressé d'entendre Louis Chauvel sur sa définition à lui des classes moyennes. On va donner la parole dans quelques instants. Mais juste, je dis toujours en race gratis. Vous savez, Emmanuel Macron, c'est quand même le roi de l'annonce suivie de rien souvent et sans lendemain. C'est pour ça que là où je rejoins Philippe sur les oppositions, mais pas pour les mêmes raisons, je pense que tout le monde a tort de s'énerver et de monter dans les tours sur l'intervention d'hier. C'est une intervention prise dans un grand plan de communication, de saturation médiatique pour essayer de regagner 1 ou 2 points dans les sondages, en tout cas enrayer la chute. Et donc, on rase gratis, on prend des parts de marché, je donne aux classes moyennes, après je vais donner à la droite sur l'immigration, après à chaque interview une part de marché. Et c'est ça que je trouve tout à fait néfaste en fait. Jean Dorido. Oui, c'est que vraiment, M. Macron, c'est vraiment M. Carnet de chèques, quoi. Il a fait le quoi qu'il en coûte pendant la pandémie. Là, il baisse les impôts de 2 milliards. C'est-à-dire qu'il paye. La France a des dettes. La France a besoin d'argent. Et puis surtout, M. Macron est un président qui n'a pas de vision. Les classes françaises, qu'elles soient moyennes ou pas moyennes, ont besoin d'une vision, d'un projet d'avenir. On avait ce monsieur, lors de son premier mandat, qui était plein d'énergie, plein d'enthousiasme pour réinventer la France. Et là, il n'y a pas de vision. Alors, effectivement, il baisse les impôts. On bouche les trous. Il bouche les trous, il met des rustines un peu partout. Personne n'est satisfait. Il est de plus en plus impopulaire. Et il n'y a pas de projet, de vision pour la France. Louis Chauvel, la vraie question, c'est de se dire, par rapport à hier, quelle est la différence avec les classes moyennes d'hier et d'aujourd'hui? Est-ce que entre 1 500 € et 2 500 €, est-ce qu'on est vraiment dans les classes moyennes? Des classes moyennes, pour être clair, on est au-dessus des catégories populaires, on est vraiment dans une catégorie de la population française qui était jusqu'à présent bien intégrée, mais ce qui est intéressant, c'est de voir 15 ans après, un peu plus, que le président Macron recite quasiment à l'identique une très bonne définition donnée par Nicolas Sarkozy. Les classes moyennes, ce sont les gens qui sont trop riches pour être pauvres et trop pauvres pour être riches. C'est clair que ça représente, quand on regarde à la calculette et avec les stats de l'INSEE, c'est environ une grosse moitié de la population française qui se trouve à 35 000 € par an, une fois tout payé dans la famille, à plus ou moins 20%. Ce que propose le président Macron, c'est d'aider plutôt le bas de cette catégorie-là. Mais quand on ressort on va dire de façon très claire la calculette, on voit que ce sont quand même 30 millions de Français qui se trouvent dans ce braquet-là. 2 milliards d'euros, il faut poser la question, est-ce que c'est chaque année à chaque exercice fiscal, ou bien est-ce que c'est sur plusieurs années, sur les 3 ans qui restera au président Macron une fois que la décision est implémentée? Si on est là-dessus, il faut voir quand même qu'il s'agit pas tellement plus de 800 € par an par tête de classe moyenne. C'est un petit 13e mois, mais c'est pas ça qui va changer la face du monde. Et ce qui est très problématique depuis Nicolas Sarkozy, depuis 15 ans, c'est que ces classes moyennes ont fait face à une inflation des prix de l'immobilier absolument considérable. C'est-à-dire que des jeunes des classes moyennes qui rentrent aujourd'hui dans le marché du logement, ils font face à des prix du mètre carré qui sont 2 fois supérieurs à ceux qui existaient il y a une vingtaine d'années. En une génération, en 30 ans, les jeunes des classes moyennes constatent qu'avec le même diplôme, ils ont baissé en termes de catégorie socio-professionnelle et en termes de consommation, la situation est nettement pire.
Et pourtant, ce sont des gens qui, pour l'essentiel, travaillent dur et ont la mémoire de ce que leurs parents ont raconté sur la dynamique des classes moyennes dans les années 70, dans les années 80, où ces classes moyennes fabriquaient la France, fabriquaient de façon autonome par leur travail, étaient au centre des progrès de la société en termes de conditions d'emploi, de protection sociale, d'aide, non pas d'aide, mais de droits sociaux conquis, mais surtout, c'était un nouveau style de vie, le style de vie des classes moyennes, c'est-à-dire une semaine de vacances au ski en hiver, 2 à 3 semaines en été, et mener ses enfants au-dessus de soi grâce à l'école, c'était le grand projet des classes moyennes des années 1990, 1980, à l'époque de Mitterrand et d'avant. Et c'est clair que ce ne sont pas 800 € de plus qui vont changer les choses. Les classes moyennes, elles ne font pas la mendicité, elles n'attendent pas des exonérations fiscales, elles veulent du travail qui rapporte. Louis Chauvel, les vraies voix. À votre avis, Louis Chauvel, le sentiment, qu'est-ce qu'un pouvoir devrait faire pour apaiser, guérir ce sentiment général de déclassement que beaucoup de Français éprouvent? Quels seraient les ressorts fondamentaux qu'un pouvoir devrait mettre en place, pardon, en le tout cas les fondamentaux? La première chose à faire, c'est de réinvestir. C'est-à-dire que les classes moyennes salariées telles qu'on les a connues, c'est le résultat des investissements massifs de la fin de la 4e République et voilà, du général de Gaulle, si vous voulez. Il y avait une période où effectivement l'État faisait pas de dette et il investissait dans tout ce qu'on a connu aujourd'hui comme étant EDF, la SNCF, la santé, l'éducation et tout un ensemble d'entreprises privées, parfaitement privées, mais avec des contrats d'État et un contrôle de l'État dans le sérieux de l'investissement qui a été réalisé. Et ce qui inquiète les Français de classe moyenne aujourd'hui, c'est que cette possibilité, ce style de vie de confortable gagné par le salaire, c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile et qu'il faut vraiment monter vers les élites, médecins spécialistes ou en grande école pour échapper au malaise profond qui n'est pas simplement un malaise idéologique, c'est aussi un malaise matériel des classes moyennes d'aujourd'hui. Jean Doridou et Louis Chauvel court parce qu'après ça réagit beaucoup au 0826 300 300. J'aurais une question pour Louis Chauvel, c'est que j'ai le sentiment que la France se désindustrialise depuis très longtemps et un pays en fait qui se désindustrialise, c'est un pays qui se tiers-mondise, parce que quand il n'y a pas d'industrie, on devient comme un pays du tiers-monde, il n'y a plus de classe moyenne, et il me semble, et j'aimerais avoir votre avis de sociologue sur le sujet, que le problème majeur de la France, c'est qu'il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus de manufacture, il n'y a plus de savoir-faire. La Chine a des usines, il y a une classe moyenne qui apparaît, en France il n'y a plus d'usines, la classe moyenne disparaît. Une réponse courte, Louis Chauvel. Des savoir-faire en France, il en existe. Le problème, c'est que ce sont aussi des techniciens, des ingénieurs, des gens très qualifiés qui partent au Québec, en Suisse ou ailleurs parce qu'ils savent que sur d'autres marchés ils arriveront à faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est pas que de l'argent, c'est aussi des responsabilités. Il y a un problème en France, effectivement, de société bloquée. L'école, jusqu'à une époque très récente, a bien fonctionné de façon à diffuser ces qualifications-là. Malheureusement, même le moteur école semble s'étouffer en plus de tous les autres. On part au 0826 300 300. Bonsoir Didier. Bonsoir. Alors, quelle est votre remarque pour vous pour les classes moyennes? Est-ce que ça peut permettre à Emmanuel Macron de reconquérir les classes moyennes, ces baisses d'impôts annoncées hier soir? Moi, je souscris tout à fait aux propos de Louis Chauvel qui vient d'être tenu. Je crois qu'il y a une urgence, c'est réinvestir dans ce pays. Réinvestir la formation, réinvestir pour réindustrialiser. On nous parle de réindustrialisation, c'est vrai qu'il y a 30 ans, 40 ans de désindustrialisation sur des choix sur lesquels maintenant il est trop tard de revenir. Le constat, c'est une chose, mais je crois qu'il faut réagir. Et effectivement, réindustrialiser ce pays, il y a la transformation écologique qui est un formidable gisement qu'il faut investir, mais ça veut dire ne pas baisser les impôts. Ça veut dire, parce qu'on a eu des baisses d'impôts dans les années précédentes, très bien, dont une partie n'étaient pas tous des impôts d'État. Il y avait aussi les collectivités locales. Oui. La conséquence de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, il y aura une insatisfaction générale, parce que ça va se traduire par quoi? Ce qu'on connaît tous les jours, une baisse de la qualité des services publics. Il n'y a plus le problème de l'école, le problème de la santé et des hôpitaux. Enfin bref, on voit bien
C'est certes peut-être un peu populaire, encore que les résultats des sondages que vous donnez, alors on connaît. Oui, pardon. Restez avec nous parce qu'il y a beaucoup d'appels au standard. On va prendre Nicolas aussi de Gironde qui veut réagir sur ces baisses d'impôts. Nicolas. Bonsoir Nicolas. Oui, bonjour, merci de prendre mon appel. Alors moi, diminuer les impôts, tout le monde peut être pour, mais il faut réfléchir un petit peu plus loin que ce qu'on nous propose. Moi, je vois que diminuer les impôts quand le budget de l'État est à déficit de 30%, ça veut dire qu'on augmente notre endettement. Notre endettement, c'est des impôts qui viennent plus tard. Le premier poste de l'État aujourd'hui, c'est le remboursement de la dette. Oui. Donc, c'est-à-dire que c'est de la poudre aux yeux. On ne réforme rien. Pour réformer ce pays, vraiment, c'est pas de baisser les impôts qui est important, c'est de diminuer les dépenses. Et les dépenses, il ne s'agit pas de diminuer les pauvres gens qui ont besoin de services publics. Il s'agit d'arrêter de financer la guerre qui est celle des autres, qui est celle des Américains, mais celle des Russes éventuellement, mais ce n'est pas la nôtre, et on envoie des milliards là-bas. Donc arrêtons de donner des politiques de santé inutiles. On a stérilisé notre pays, on l'a endetté encore plus. Pour quel résultat par rapport à ceux qui n'ont rien fait? Je pense à la Suède par exemple. Nicolas, oui. On n'a plus beaucoup de temps. On va faire réagir Louis Chauvel et après, pour une réponse rapide, et Françoise Degois. Vous avez deux analyses, Louis Chauvel. Didier qui dit il faut investir et vous avez Nicolas qui dit il faut réduire la dépense publique parce que baisser les impôts, c'est augmenter la dette et faire une charge pour les générations futures. Comment est-ce qu'on peut arriver à marier les deux positions ? C'est l'équation extrêmement difficile du président Macron aujourd'hui. C'est le fait que voilà, il y a une contrainte budgétaire. On ne peut pas donner de l'argent aux classes moyennes par des réductions fiscales et en même temps avoir un pays qui investit et qui fonctionne bien. Et là, on est face à une impossibilité de plus en plus forte. On est confronté au mur. Il y a 15 ans, à l'époque du président Sarkozy, on était déjà proche du mur. Là, on est vraiment face au mur ou dans le mur, et il est certain que la priorité numéro 1, c'est d'arrêter de dépenser l'argent par la fenêtre sans regarder très exactement ce qui se fait, et regarder aussi ailleurs en Europe ce que l'on fait des universités, ce que l'on fait d'investissement public dans les entreprises dynamiques, et effectivement il y a des exemples à suivre en Suisse, en Suède, dans beaucoup d'autres pays encore, et effectivement chaque fois que je reviens en France pour voir ce qu'est une université et même une grande école, je suis assez inquiet de ce qui s'appelle l'investissement dans l'avenir des jeunes générations, parce que même les jeunes en grande école, c'est pas terrible. Louis Chauvel, je rebondis sur ce que disait Jean tout à l'heure. Est-ce que là on bouche un petit peu les trous, on propose ce que certains appellent des mesurettes, même si le chiffre a l'air énorme, pas si énorme que ça finalement. Est-ce qu'il y a une vision chez Emmanuel Macron aujourd'hui? Est-ce qu'on a vraiment une vision? Malheureusement, chez le président Macron, comme chez ses prédécesseurs depuis quelques décennies, il y a surtout de la communication au jour le jour et l'occupation permanente d'un terrain médiatique auquel nous réagissons tous à la radio ou dans les amphithéâtres. Voilà. Mais malheureusement, ça ne suffit pas à faire une politique de long terme. Oui. Nous manquons de politique de long terme. Il ne s'agit pas de faire des effets d'annonce tous les jours ou 3 fois par jour. Il faut véritablement se remettre à travailler. Et à parler autant, on se pose la question, mais comment est-ce qu'on travaille à l'Élysée? Pardon, c'était une... Oui, parce que là, on peut pas lui faire ce procès quand même de la même manière qu'on va pas faire le procès de quoi qu'il en coûte. Je rappelle qu'entre la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne, ces 4 pays ont sauvé 60 millions d'emplois en pratiquant l'aide d'État. Donc c'est quand même très précieux ce qu'ils ont fait. Quel que soit ce que ça a coûté, on peut pas faire ce procès à Macron, je pense. Une simple question, est-ce qu'au fond, ce qui n'est pas en cause, bon, c'est bien sûr la redistribution, le manque de salaire, le travail qui paye vraiment. Est-ce que ce qui n'est pas en cause, c'est les différentes tranches selon vous? Est-ce que finalement, si on changeait les tranches, si on en rajoutait... Il nous reste 20 secondes. 20 secondes pour répondre. Louis Chauvel. Il a le temps.
Bon, pour synthétiser, on peut découper les classes moyennes qui sont nombreuses entre le bas et le haut en différentes tranches pour donner plus aux uns et moins aux autres. Ça ne fait pas une politique de long terme. Ce qui fait une politique de long terme, c'est véritablement se remettre à voir comment fonctionne le monde industriel du 21e siècle, ici en Europe et ailleurs, pour voir comment on peut recréer de la compétitivité. On a sauvé des emplois, mais pour combien de temps? C'est ça la question, c'est le problème. On sauve des emplois qui risquent de disparaître à très court terme, mais 5 ans après, on a les mêmes fermetures d'usines. Ce qu'il faut faire, c'est des rouvertures d'usines pour recréer. On le voit avec les centrales nucléaires. Il y a des besoins de qualification énormes qui, malheureusement, sont partis dans d'autres pays. Merci beaucoup, Louis Chauvel, d'avoir été avec nos professeurs de sociologie en université au Luxembourg, auteur de ces livres Les classes moyennes à la dérive et les spirales du déclassement, essai sur la société des illusions, publié au Seuil. Merci beaucoup Didier, merci beaucoup Nicolas. 0826 300 300. Est-ce que vous connaissez le qui c'est qui l'a dit? Eh ben, c'est le nouveau nom de. Qui a dit? Ça a changé. C'est le nouveau nom. Ah bah ça a changé. À tout de suite. Mes amis, nous sommes de retour en direct avec nos vraies voix du jour, avec Françoise Debois, avec Jean Dorédo, avec bien entendu Philippe Bilger. Avec ce mot imprononçable, surtout quand on a un bonbon dans la bouche, c'est qui c'est? Qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? Ah mais non, mais c'est pas vrai. Mais c'est le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Ben non, ils changent tout le temps les noms. Et le qui c'est qui l'a dit? Oui, bah c'est comme ça. C'est comme ça. On va discuter pendant une minute d'un truc. Voilà. Ah bon? Et Didier est avec nous au 0826 300 300. Et cher Didier, qui sera votre target du jour? Écoutez, c'est de choisir quelqu'un un peu exceptionnel. J'ai choisi Philippe. Vous savez Philippe David, bien sûr. Non mais j'aime bien le côté un peu exceptionnel. Il ne faudrait pas que ma vanité augmente. Ah bah oui. Non, parce que déjà, elle est déjà au vacciné. Les amis, voici le qui c'est qui l'a dit. Mais bien sûr. Sur la rencontre entre Elisabeth Borne et les syndicats, on va lui parler de la réforme des retraites, car il faut qu'elle répare ce qu'elle a abîmé. Berger. Bonne réponse. Françoise Debois a été un poil plus rapide. C'est vrai. Oui, elle a été un poil plus rapide. Regarde-le. Regarde-le. Là, on met la barre, il n'y a pas de problème. Moi, on vous traite de tort, vous donner. Non, elle dodeline parce qu'elle va t'aider. Là, regarde, elle vient va faire. Si. Là, il m'a truandé. Non, vous avez de l'avance. Qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit? Vos 100 jours ne sont que provocation. Cessez de piétiner le peuple et ses représentants. Ce vote, vous ne pourrez pas l'empêcher, même si cela doit être votre Waterloo. Non. Mélenchon. Ruffin. Non. C'est un député très respecté à l'Assemblée nationale. C'est Charles Courson, j'ai dit tout à l'heure. Non, communiste. Communiste. Non, le maire. Non, le maire, il n'est pas communiste. Si, je vois bien. C'est le président du groupe communiste. C'est lui. Comment il s'appelle? La réponse a été donnée Philippe par Bilger. Didier l'a dit dans le casque. Il l'a dit? Ah bon? Oui, Didier l'a dit dans le casque. André Chassaigne. On adore André Chassaigne. Absolument. Les amis, qui c'est qui l'a dit? Non, deux pour nous et qu'est-ce qu'il y a? Il joue Philippe. Mais non, Philippe, il est tout seul. Qui l'a dit? Mais non, donc on a... Sur l'allocution de Macron hier soir, Françoise, on est à bout de souffle de cette politique néolibérale. Ça doit être Mélenchon. Non, c'est une femme. Une femme. C'est Clémentine Autain. Bonne réponse de Françoise Debois. C'est Clémentine Autain. Mais non, parce que ça fait 6 que dans le casque, Allez, on y va. Il a eu raison sur André Chassaigne. On n'a pas beaucoup de temps, les amis. Qui c'est qui l'a dit sur Macron? En 2017, il avait dit qu'il était le président de la parole rare. Il est devenu le président de la parole inutile. Oui, là, je l'ai lu. Nadine Morano. Bonne réponse. Je l'ai vu passer. Nadine Morano. Qui c'est qui l'a dit? Je vais à Matignon pour négocier, pas pour discuter. Bonne réponse. Binet. Celle-là. J'ai bossé mon actu quand même. Qui c'est qui l'a dit sur l'allocution de Macron hier soir? C'est le retour de l'arnaqueur en chef.
Non, bah, ça c'est du Ruffin, c'est sévère, mais c'est non, pas... c'est l'autre bord. c'est Le Pen. Non, mais alors Bardella. Bardella. Non, Moselle, député de la l'Est de la Moselle. France. Voilà. La Moselle. La Moselle. Ah, mais c'est Jacobelli. Bonne réponse de François. Laurent Bon, Jacobelli. tu peux mettre qu'un point là, c'est bon de toute façon. Il n'y a pas de raison. Bon, Philippe Bijan va donner une réponse que vous ne soyez pas Fanny. Oui. Ouais. Qui c'est qui l'a dit? Allez-y, Cécile, c'est à vous. Qui c'est qui l'a dit? Le vrai mépris, c'est de mentir aux gens. Je sais, c'est Macron. Hier, Emmanuel Macron. Vous m'avez On va vous donner, papa. Je vous ai jamais 3 fois. Vous m'avez dit que j'étais en Oui, mais retard. sinon il va pleurer. Oui, d'accord, mais enfin, on va pas toujours se plier. Gardez-le, François, c'est pour vous. Non, alors, Si. je te le laisse. Non, je te le laisse. C'est pour vous. Mais lui, je le retiens. Je te le laisse. Non, je te le laisse. Didier, je crois que c'est une grande victoire. C'était dans le choix de l'équipe, c'est ça qui était. Bravo à Françoise. Et comme dirait Françoise, vous avez gagné grâce à une gauchiste. Voilà. Qui c'est qui l'a dit? C'est Françoise Qui l'a dit? C'est Françoise de Gaulle. C'est Françoise de Gaulle. Didier, vous restez avec nous, vous réagissez quand vous voulez. Dans quelques instants, c'est le coup de gueule de Philippe David. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux, forcément, puisque ça buzz. Il y a toujours des sujets qui buzzent. Et le tour de table de l'actu des vraies voix, voilà, c'est dans un petit quart d'heure. En attendant, vous prenez une petite tasse de thé, tranquille. On revient dans un instant. Faites une petite pause. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et pour vous accompagner dans les vraies voix jusqu'à 19h, Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois aussi, Jean Dorido et vos appels au 0800 26 300 300. Dans un instant, on fera un tour sur la timeline sur Twitter pour voir ce qui s'y passe. Et puis, juste avant, c'est le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Et sur le tireur de Villerupt, avec un casier judiciaire très 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 fourni, Philippe David. Oui, Cécile. Villerupt, ville de 10 000 habitants à la frontière du Luxembourg, fait la une de l'actualité depuis ce week-end, puisqu'une fusillade y a fait 5 blessés, dont 3 graves. Le suspect a été interpellé. Le moins qu'on puisse dire est que son profil interpelle. En effet, l'intéressé est né en 1985, il a donc 37 ou 38 ans et depuis ses 16 ans, il a collectionné 140 mentions à son casier judiciaire. Bon, pour des broutilles, violences aggravées, vols aggravés et affaires de stupéfiants. 140 mentions sur son casier en 22 ans, ça fait plus de 6 par an, c'est-à-dire une tous les mois et demi, pendant plus de 2 décennies. Un garçon qui doit servir de modèle dans sa fratrie, puisque sur ses 4 frères, 3 autres sont connus des autorités pour des affaires de vol, de violence et divers trafics. Sa dernière condamnation datait d'octobre pour avoir percuté un véhicule de la sûreté urbaine de Metz suite à un refus d'obtempérer. Il était sorti de prison il y a à peine un mois. Alors en voyant que ce type d'individu était en liberté, vous comprenez peut-être pourquoi les forces de l'ordre sont écœurées de mettre leur peau en jeu pour essayer de les interpeller pour qu'ils ressortent très vite et reprennent leurs méfaits. Et si on faisait comme certains États américains où il y a le 3 strikes law, où une personne condamnée 3 fois pour les mêmes faits prend perpétuité, ça libérerait du temps pour nos forces de l'ordre et ça remettrait de la sécurité dans nos rues. Et bing. Jusque-là, Philippe, mais ça ne me scandaliserait pas parce qu'on caricature cette loi américaine. Je serais garde des Sceaux ou même ministre de l'Intérieur, voilà un homme qui a 140 mentions à son casier. Il n'a rien à faire dehors. Eh bien, je demanderais qu'on vérifie tout de même comment c'est possible. Surtout à 38 ans. Ouais. Alors, moi, je suis absolument d'accord. Alors, 140, ça paraît tout à fait spectaculaire, mais je lisais le témoignage d'un policier tout à fait raisonnable, pas un aboyeur de droite ultra, et qui disait, c'était très intéressant, il disait en réalité, notre quotidien, c'est pas 140, mais en règle générale, on a énormément de clients, entre guillemets, à 60, 70, 80 condamnations, ce qui est quand même énorme. Il parlait de ce tourisme carcéral, c'est-à-dire des gens qui rentrent, qui sortent et qui font partie d'un écosystème, c'est exactement ce que vous disiez, avec toute la bande qui rentre, qui sort, etc. Moi, je pense que cette loi, vous prenez pas perpétuité parce que vous volez même un vol aggravé, ça vaut pas perpétuité. Perpétuité, sinon plus rien n'a de sens. Quand est-ce que vous prenez perpétuité? Quand vous tuez quelqu'un et quand vous volez? Non, ça n'a pas de sens. Mais quand même, pour une sorte de package, je dirais, des peines, oui, pourquoi pas. Je pense qu'il faut dépoussiérer là-dessus le code pénal. Ouais.
Il y a un vrai problème. Alors, et puis ça pose, il me semble-t-il, surtout la question de l'incapacité, l'échec cuisant de la prison à travailler à la réinsertion. C'est-à-dire que là, on entend qu'on a carrément une fratrie, et c'est des choses qu'on lit souvent dans la presse. On a des familles comme ça qui sont identifiées, et personne n'est en mesure d'aider à faire en sorte que ça cesse, que ces personnes se réinsèrent et trouvent un job et puis travaillent comme tout le monde. Parce que sur les 5 frères, il y en a un qui a... Alors, celui qui n'a pas de casier, c'est rendez-vous en terre inconnue pour lui. Hein. C'est quand même très questionnant de se dire, parce que la prison, il y a l'aspect punitif de la justice, il y a l'aspect aussi éducatif quand même. Pardon, c'est normatif, mais enfin c'est un fait. On vit en collectivité, on apprend à justement se respecter les uns les autres, ne pas se voler, ne pas se frapper. Et donc une personne qui est déviante dans son comportement... Mais c'est quoi, la solution, c'est quoi? C'est d'aller chercher les parents? C'est de comprendre, comme disait Philippe Bilger tout à l'heure, où est le bug, pour ne pas dire autre chose. C'est les premières condamnations en fait qui sont cruciales. Et quand vous partez en milieu carcéral à 16 ans, c'est pour ça que moi j'ai été très favorable à l'idée d'encadrement militaire de Ségolène, parce que quand vous partez à 16 ans, mais quand vous partez à 16 c'est mieux que... Chacun son métier, les militaires ils sont là pour faire la guerre, ils sont pas là pour faire de la pédagogie. Moi j'en sais rien, moi je pense quand même que partir peine plancher. 16 ans, partir en prison, voilà, c'est très compliqué. Après, d'un seul coup, vous poussez, déjà vous commencez à pousser de travers, et là le souci c'est ça. En plus on a là encore le problème encore pire avec la PJ, la protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-dire qu'en fait on a une prison qui est là en fait qui forme les criminels. Oui, si vous voulez rendre quelqu'un criminel, vous l'envoyez en prison. Pardon la radicalisation, pardon la récidive, pardon. On va pas laisser en liberté les gens qui commettent des crimes et des délits. Mais non, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que la prison assure sa vraie fonction pour la société, voilà, qui permet que les personnes elles ressortent mieux que quand elles se sont rentrées. Il faut pas rêver, la prison elle va pas faire une éducation qui n'a pas été faite avant. Et d'ailleurs, vous parlez de prison, on n'en sait rigoureusement rien. Peut-être que cet homme de 38 ans... il sortait de prison. Il sortait de prison. Oui, mais il n'y a pas été beaucoup dans sa vie. Beaucoup, énormément. Non, mais parce qu'on avec 140 mentions au casier, j'espère que les sursis ont sauté quand même. Non, mais il n'y a pas que ça. Non, mais attends, 140 mentions, ça ne veut pas dire 140 condamnations. Ça veut dire que tu as outrage à agent, genre tu fais un doigt d'honneur à un policier, claque. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est pas 140... Mais ça veut dire qu'il faut pointer la responsabilité des parents à un moment donné. Aussi, parce que comme sur 5 gosses, il y en a 4 qui ont se parlent d'arrest. J'ai toujours été opposé à cette idée. Ouais, moi j'ai toujours été opposé à cette idée. Mais 4 enfants délinquants, c'est la faute Il y a un problème éducatif quand même. D'accord, mais si vous commencez là-dessus, alors vous savez, si on commence à regarder dans... Moi c'est une question. Je suis d'accord avec vous, mais moi je pense que c'est une fausse question. C'est une question très toxique en réalité. Non, c'est une vraie question, mais c'est toxique quand vous êtes une maman, par exemple, femme seule qui élève ses 4 enfants, etc. Vous bossez, combien on en connaît, vous bossez énormément, les mères célibataires, on les connaît tous et toutes. Vous travaillez tout seul, vous n'avez pas de... Il y a des mères célibataires qui ont des enfants pas délinquants, pardon de le rappeler, c'est quand même l'immense majorité dans ce pays. Donc je regrette, c'est pas parce qu'on est dans le besoin et qu'on est une personne un peu précaire qu'on a des enfants délinquants. Tu montes sur tes grands chevaux, je te dis juste parce qu'on a l'impression que les mamans solo, elles n'enfancent que des criminels. Mais non, je n'ai jamais dit ça. Comment tu peux imaginer? Non, d'abord, oui, tu peux pas me faire un procès comme ça. Je pense que, objectivement, toi, tu serais d'accord pour qu'on commence à incriminer les parents? Je trouve qu'on met le doigt dans un engrenage absolument terrible. C'est important de comprendre comment ça se passe. Et c'est un fait qu'il y a quand même des familles qui sont en plus connues. Donc, c'est les pouvoirs publics, c'est la municipalité, c'est les services sociaux, c'est l'ensemble de notre écosystème qu'on peut questionner sans accuser personne. Mais vous avez déjà compris. Allez. Bon, on va terminer. Vous avez vu un peu comment on se prie aujourd'hui. Vous avez vu quelle discipline. C'est une censure. La censure de l'horaire, Françoise. Oui, allez, la censure de la pub. Voilà, top clic. Allez. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est la faute de Félix Mathieu. Il arrive toujours avec des choses à dire. De nouvelles révélations de Mediapart relancent l'intérêt autour de l'affaire du fonds Marianne. Un fonds à l'initiative de Marlène Schiappa qui était censé permettre, vous vous souvenez, de financer des projets défendant les valeurs républicaines après l'assassinat de Samuel Paty. La question étant désormais de savoir si des chèques en blanc n'auraient pas été distribués à des coquilles vides. Et c'est un peu l'impression que donnent ces nouvelles révélations de Mediapart qui s'est renseigné sur le projet le mieux doté de ce fonds Marianne. Et son dossier de candidature se résume finalement en une feuille Word partagée notamment par le député David Guiraud qui écrit « Les associations savent que les appels à projets sont souvent un enfer de paperasse, de bureaucratie, de suspicion envers elles. Voici
la feuille d'appel à projet révélée par Mediapart qui a permis à l'USE-PPM de toucher 350 000 € du fonds Marianne. Oui, quand même, hein. 7 phrases. Un scandale d'État, écrit David Guiraud, qui partage donc la feuille en question. Je vous lis les 7 phrases. Le projet porté par notre association est dénommé e-laïque. Il répond à l'influence grandissante de l'idéologie islamiste à tous les niveaux, et notamment sur Internet et les réseaux sociaux. Il s'agit d'apporter une réponse appropriée, efficace, dans le cadre d'un contre-discours qui va puiser son essence dans les valeurs de la République et dans le rejet de toute forme d'extrémisme et de radicalité. USE-PPM est une association régie par la loi 1901. Le projet e-laïque reposera sur au moins une dizaine de salariés permanents et quelques dizaines de bénévoles qui seront chargés de relayer et d'amplifier les projets. Sujets traités: islamisme, apologie du terrorisme, thèse islamo-gauchiste et indigéniste, racisme, homophobie, misogynie, antisémitisme, défense du cadre républicain et de la laïcité. Type de contenu, plusieurs sites internet et comptes réseaux sociaux, production de vidéos, de podcasts et d'articles de presse. Voilà, je vous ai tout lu. Bon, moi aussi, j'ai des comptes sur les réseaux sociaux. 50 000 € par phrase, quand même. Ça fait quand même cher payé. Ça fait quand même 350 000 €. Donc, si vous les avez pas en liquide, sachez que j'accepte les chèques. 50 000 € la phrase, c'est bien. Je pense que Mediapart, qui est très bon dans son rôle d'investigateur, parfois de grand inquisiteur qui me dérange, mais peut-être, mais en même temps, ils vont jusqu'au bout. Ils vont jusqu'au bout tout le temps. Ils sont très bons sur beaucoup de dossiers. Je pense qu'ils vont pas lâcher. On aimerait comprendre quand même. Ils vont pas lâcher Marlène Schiappa, et ça veut dire qu'un remaniement va faire beaucoup de bien à Emmanuel Macron. Je pense que tout ça va partir par pertes et profits. Alors, pardon, vous qui êtes un peu dans le secret des dieux françaises parce qu'on y va. Marlène Schiappa paye pas un petit peu pour les autres dans cette histoire. On en parlera plus tard, puisque là, il faut vraiment qu'on s'en aille. On va revenir, vous inquiétez pas. On revient, ça s'en va et ça revient. On fait une petite pause, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. À tout de suite, les amis. Et les pipelettes du jour sont Philippe Bilger, qu'est-ce qu'elle est désagréable, Françoise de Gois et Jean Dorido. Quand elle est désagréable, ça veut dire qu'elle est en forme. C'est vrai que quand elle est un peu éteinte, là, comme la première run, elle est là, elle est sur son portable, on sent qu'elle boude. Mais là, quand vous redevenez pénible, je vous adore quand vous êtes pénible. Vous trouvez pas qu'elle est torve et fourbe, Françoise de Gois? Non, on peut tout dire. Fourbe, non, ça c'est pas. Non, c'est ça pas. ne peut pas me qualifier vraiment. Mais peut-être qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Il prend pour un analphabète. Ce qui est bien ici, c'est que bam, ça envoie du lourd. Je peux vous assurer que ça bâche. Anacolute, j'adore. C'est ce que dit. C'est quoi une texte schizophrène, Jocris? Ça c'est le capitaine. Vous savez qu'on comprend rien là. Vous comprenez que les insultes du capitaine fracasse. On a le droit quand même. Ad hoc, que l'auditeur là, il est parti depuis longtemps parce qu'on ne comprend pas ce que vous dites. Non, mais je dis ça. Après, vous, si vous voulez les envoyer ailleurs, allez-y. Mais voilà. Et tout le monde me regarde, la maîtresse d'école, puis personne dit un mot. J'adore l'idée. Tout de suite le tour de table de l'actu. Elle adore ça. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table. De l'actualité. J'aurais pas dit mieux. Philippe Bilger, vous avez toujours raffolé de l'ordre, de la liberté, et c'est pour ça que vous aimez les débats dans les vraies voix, et c'est bien de le dire, je vous remercie. Oui, mais vraiment, je peux comparer maintenant entre la télévision, la radio et évidemment les vraies voix depuis un certain temps. Je me suis rendu compte que j'aime énormément les débats classiques, c'est-à-dire je suis mal à l'aise lorsqu'on n'a pas le sentiment que l'animateur structure les débats, vous donne la parole, on la prend, ensuite quelqu'un d'autre là. J'aime énormément, parce que c'est ma nature, je crois, un mélange d'ordre dans le respect des rythmes et de liberté, parce que c'est cet ordre qui nous permet précisément de parler librement, et c'est ce que je trouve, sans flagornerie, vraiment aux vraies voix. Si j'avais à faire une hiérarchie discutable, je dirais vraiment que c'est l'émission que je préfère dans ma vie pompeusement médiatique. Le terme est un peu enflé, mais c'est vraiment une émission que j'adore. Et vous savez pourquoi? Parce que les vraies voix, c'est vous, c'est pas nous en fait. Et souvent dans les émissions, les animateurs parlent plus que les experts. Les grandes émissions de débat en tout cas, les grandes émissions de débat qui durent, il y en a sur d'autres grandes chaînes de radio, participent du même principe, c'est-à-dire avec des animateurs qui interviennent juste ce qu'il faut, surtout une émission qui est extrêmement produite. Non, moi je dois dire que je déteste cette émission des vraies voix. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait.
Non, mais vraiment. Mais je sais, on est obligé de vous supplier de venir. Vous supplier. Non, mais c'est vrai que c'est bien. Jean Dorido. Quant à moi, j'abonde dans le sens de Philippe Bilger, bien sûr. Bon, ben voilà. C'est tout ça. Vous avez pris la parole. Non, mais c'est compliqué. Flattez-nous. Non, mais c'est compliqué de. Non, mais pour être sérieux, c'est le mélange d'ordre et de liberté. Moi, j'y tiens beaucoup. On voit bien qui c'est qui incarne l'ordre. Voilà. C'est moi, c'est le commandant de gendarmerie. Qui c'est qui incarne le bordel? Il y a Cruchot et il y a. Gerbert. C'est ça. Françoise Degois, pendant que vous la ramenez, ChatGPT assèche et pollue les nappes phréatiques, selon vous? Alors en tout cas, c'est pas selon moi, ce sont de plus en plus un nombre de chercheurs qui sont pas soupçonnables, en tout cas d'idéologie, qui regardent les faits. ChatGPT, donc cette intelligence artificielle qui nécessite en réalité désormais des serveurs et des fermes de serveurs de plus en plus importantes. On est sur 174 milliards de processus pour un seul mécanisme d'intelligence artificielle. Et je lisais, parce qu'il faut bien résumer pour les béotiens que nous sommes, je lisais par exemple que une discussion en ChatGPT égale une demi-bouteille d'eau. Vous voyez ce qu'on est en train de... Voilà. Chaque fois que vous discutez, ça équivaut à ça, parce que l'intelligence artificielle nécessite bien sûr des ordinateurs beaucoup plus puissants. Et donc, attention, on n'en est pas encore à, oh là là, l'intelligence artificielle assèche une nappe phréatique, mais on est sur une pente tout à fait inquiétante. Moi, déjà avec le téléphone. Moi, j'ai pas peur de l'intelligence artificielle. Je fais partie des gens qui ne redoutent absolument pas ChatGPT. Mais par contre, moi non plus, je suis né avec une intelligence artificielle. Quel réalisme. Elle est bonne, celle-là, c'est la meilleure. Pour abonder là aussi dans le sens de Françoise, il y a quand même un grand impensé, si j'ose dire, c'est l'empreinte carbone du digital. Aujourd'hui, tout le monde dit c'est formidable, on se déplace plus, on est sur un ordinateur, on fait tout à distance, c'est génial, on dépense plus de kérosène pour l'avion, mais on n'entend jamais parler de cette empreinte carbone colossale, effectivement, parce qu'il faut refroidir les serveurs, parce qu'il faut stocker les données. Vous direz ça aux enfants qui viennent vous voir en disant vous polluez, voilà. Et vous avez les déchets électroniques aussi, pardon, j'ai oublié, tu vois, pour rajouter le recyclage de tous les déchets électroniques qui sont. Et Jean Dorido, c'est pas ChatGPT, c'est la confidentialité illusoire des GAFAM. Ben oui, illusoire, parce que leur WhatsApp donc annonce en grande pompe l'arrivée de Chatlock. Alors Chatlock, c'est pour crypter des échanges particuliers sur WhatsApp. Vous allez pouvoir bloquer, garder secrètes des conversations avec votre empreinte biométrique. Alors déjà, on a une pensée pour tous les couples qui ont explosé à cause de messages qui tombent sous des regards. Parlez pour vous. Moi, pour le coup, alors là, aucun problème de ce côté-là. Et donc, si vous voulez, WhatsApp annonce ça, et ils annoncent ça notamment parce que ça fait écho à un vrai problème qu'il y a eu récemment. Il a été prouvé, reconnu que WhatsApp écoutait de temps en temps, activait les micros des smartphones. C'est un ingénieur de Twitter qui a révélé ça la semaine dernière. Alors tout de suite, il y a eu une explication, ça vient d'un bug, etc. Et donc ils annoncent Chatlock, et ça c'est vraiment, ça pose la question effectivement de cette confidentialité illusoire. Le grand public ne se rend pas compte, c'est comme l'empreinte carbone, à quel point les GAFA collecte des données inouïes sur chacun d'entre nous, et chacun a le sentiment de dire oh non, j'échange par WhatsApp, c'est crypté, c'est zéro crypté. On a connu Mark Zuckerberg, propriétaire de Facebook, mouillé jusqu'au cou dans le scandale de Cambridge Analytica, et en fait ça continue, et il n'y a pas de WhatsApp français ni européen, et c'est un vrai problème parce qu'on donne. Pourquoi c'est un choix d'y être ou pas? Des données très. Ça devient un non-choix parce que WhatsApp est utilisé par pratiquement tout le monde. Je suis désormais. d'accord alors avec Cécile, il faut juste accepter l'augure. Bien sûr que nous sommes. Et quand tout le monde se réécrit en disant ah, les Russes écoutent, ah, les Américains, tout le monde écoute tout le monde. Et bien sûr qu'à partir du moment où vous avez un smartphone, de toute façon, vos conversations peuvent être écoutées. Moi, j'en accepte l'augure. À partir du moment où j'ai rien à cacher, voilà. Vous savez que les vraies voix, c'est un WhatsApp. C'est-à-dire que tout le monde nous écoute. Vous savez ça. Non, mais c'est un fait. Non, mais c'est vrai, sérieux, ça me gêne pas du tout. Mais parfois, vous parlez en crypté, on comprend pas bien. Ça me gêne pas du tout. Les amis, vous restez avec nous, puisque Frédéric Dabi est déjà dans les starting blocks. Il est assis. Voilà, notre directeur général du pôle opinion de l'IFOP, ça tombe bien, il vient nous parler de ce nouveau sondage pour Sud Radio et Paris Match sur l'évolution justement des personnalités et de ce que vous en pensez, vous Français. On en parle dans quelques instants. À tout de suite et bienvenue avec les vraies voix, et c'est jusqu'à 19h.
Les amis, merci en tout cas de votre fidélité. Merci de continuer à nous regarder sur notre chaîne YouTube. On est bientôt 800 000. Vous continuez à vous abonner, bien entendu. Avec nous, Philippe Bilger, avec nous aussi Françoise Degois et Jean Dorido avec l'application Zenfi, parce qu'on est zen ici. On gueule un peu, mais on est zen quand même. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et selon un nouveau baromètre IFOP fiducial pour Sud Radio et Paris Match, 54% des Français auraient une bonne opinion d'Édouard Philippe. La tendance perdure pour l'ancien Premier ministre et membre de la majorité présidentielle qui se tient, en tout cas, maintient en tête du sondage depuis plusieurs semaines. Les Français semblent préférer, en tout cas, Elisabeth Borne, qui ne se retrouve qu'à la 15e place du baromètre, Philippe. Oui, triste anniversaire pour la Première ministre, qui est même devancée par des membres de son gouvernement. Bruno Le Maire atteignant la 3e place du podium avec 42% d'opinion favorable, une cote dilatée comme jamais pour le locataire de Bercy. Je n'ai pas pu m'empêcher de la faire. Est-ce que vous pensez qu'il faut un grand remaniement ministériel, nommer par exemple Bruno Le Maire ou encore Olivier Véran, qui est mieux placé que la Première ministre, ou est-ce que vous pensez que ça ne change rien? Ce qui compte, c'est le fond de la politique. Venez nous le dire au 0826 300 300. Et quand on parle de remaniement ministériel, vous êtes pour ou contre? Vous dites un grand oui à 87%. Et donc, pour en parler, Frédéric Dabi, bonsoir Frédéric. Bonsoir. Directeur général du pôle opinion de l'IFOP. On va expliquer un petit peu ce sondage et ses évolutions. Ça bouge un peu là, depuis la dernière fois. Oui, deux choses. C'est d'abord une vague baissière. Il y a environ 35 personnalités qui reculent par rapport au mois dernier. Et puis vous savez, on va fêter dans quelques mois le 20e anniversaire de ce baromètre IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio. Et à l'IFOP, on s'amuse à chercher des statistiques, des choses qui peuvent donner une certaine profondeur historique. Et une fois de plus, on l'avait déjà dit il y a quelques mois ensemble, ce baromètre, je suis frappé de voir à quel point il raconte la défiance des Français à l'égard du personnel politique. Une statistique très simple. Il y a, en mai 2012, donc quelques semaines, quelques jours après la victoire de François Hollande, nous avions dans ce baromètre de 50 personnalités, 35 qui avaient une popularité au moins égale à 40%. Je ne parle pas d'une majorité, mais 40%. En mai 2017, quelques jours après la victoire d'Emmanuel Macron, on n'avait plus que 24. Là, dans ce baromètre, vous compterez, on n'en a plus que 4. Ça en dit long sur cette défiance. Ça en dit long, et je fais le lien avec votre sujet, sur le fait que beaucoup de ministres sont très peu connus. Aux dernières places, il y a 8 ministres qui ont une majorité de « je ne le connais pas suffisamment » ou « je ne me prononce pas sur lui ou elle ». C'est peut-être ce qui plaide pour un remaniement. Un remaniement, c'est très bien, hein. C'est comme un coup de galet dans l'eau, ça fait quelques ondulations, mais ça ne touche pas véritablement l'opinion publique, sauf s'il y a des personnalités très fortes, sauf s'il y a un acte politique derrière ce remaniement. Mais en tout cas, là, on a quand même un déficit d'incarnation quand on voit les sujets qui intéressent le plus les Français, la santé qui les inquiète, l'éducation, le grand âge. On a des ministres qui sont à un niveau extrêmement bas, et je disais 9 ministres qui ont une popularité qui n'est même pas majoritaire, mais un taux de notoriété qui est inférieur à 50%. Par rapport à ça, j'en aurais fini de ce long monologue, veuillez m'en excuser. Bruno Le Maire, c'est intéressant de voir que c'est un des rares ministres qui progresse avec Olivier Véran. Et, pardon Philippe, j'ai entendu votre petite saillie drôlatique, comme on disait dans le film Ridicule. Bien choisi. Voilà, c'est pour ça que je l'ai utilisé. Et il a hésité avant de dire est-ce que je le dis. Non, mais je l'ai dit. Mais c'est intéressant de voir à quel point les réseaux sociaux, les ricanements sur cette scène érotique dans ce livre qui, d'après ce qu'on m'a dit, est un livre de grande qualité, ne pèse pas, n'impacte pas le jugement des Français, qui sont, dans nos enquêtes qualitatives, à trouver Bruno Le Maire comme un ministre compétent, solide, aguerri, qui se communique bien, etc. Donc qu'est-ce que ça pèse par rapport à des ricanements, à des tweets? Ça montre à quel point le sondage n'est pas le meilleur outil, loin de là, mais c'est peut-être le moins mauvais. Philippe. J'ai une question à Frédéric Dabi par rapport, effectivement, c'est vrai que c'est sidérant de voir à quel point il y a de moins en moins de personnages politiques qui sont au-delà de 40%, il y a une vraie défiance. Toutefois, est-ce que ça ne viendrait pas aussi de ces lois sur l'interdiction du cumul des mandats? Il y avait, fut un temps, des espèces de baronnies locales comme ça, de grands personnages politiques qui étaient députés, maires, etc., ministres, et donc on avait des personnes sur toute une carrière
barrière qui marquait profondément les esprits. Et aujourd'hui, puisque c'est interdit, on a des espèces de personnes qui sont là de passage et que personne ne connaît. Je trouve votre hypothèse extrêmement intéressante. Et non, oui, ne dites pas ça. mais plutôt vrai. C'est vrai que le cumul des mandats, on se souvient qu'il y avait des personnalités, on va pas citer, de Chaban, Adefer, de Baudis et je ne sais pas qui, à Mauroy, qui étaient connus nationalement, mais qui s'appuyaient sur un ancrage local très très fort. Il y a aussi un autre facteur. J'ai donné la césure 2012 Hollande, 2017 Macron. C'est vrai que Emmanuel Macron a fait le choix en 2017 d'un gouvernement des experts. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de répondre aux attentes des Français après des gouvernements Sarkozy et Hollande très politiques, de mettre dans l'imaginaire des Français une sportive au sport, non pas des technocrates, une sportive au sport, un DRH à l'emploi, un médecin à la santé. Et c'est vrai que le gouvernement des experts, ça peut être intéressant, mais ça n'incarne pas, et François le sait très bien, en politique, il faut incarner. En 2000, Jack Lang est nommé ministre de l'Éducation, ça crée un effet de choc immédiat. Et Fabius Parabersi, tu te souviens? Exactement, là, dans la communauté des enseignants. Voilà. Philippe Richer. Il ne fait rien du tout. Pardon, vas-y, je t'en prie. Fred, deux questions très rapides. Je suis étonné par la baisse de Gérald Darmanin. Voilà un ministre qui est partout, qui est omniprésent, qui fait parfois du bon travail et qui est très bas. Ça veut dire que c'est sa personnalité elle-même qui ne passe pas. Et deuxième question plus sérieuse par rapport à la question de Sud Radio, on ne voit pas, un remaniement n'aurait de sens que si on pouvait espérer un premier ou une première ministre capable de modifier le rapport des alliances à l'Assemblée. Dans la liste de ces gens-là, je n'en vois aucun. Oui, je partage votre point de vue sur votre deuxième question, Philippe, mais j'ai envie de dire, le remaniement pour les Français, c'est moins la question. Le départ ou le maintien de Madame Borne, c'est pas un sujet fondamental. On est toujours sur une relation très envenimée, très personnalisée entre les Français et le président, même si, avec ce carpet bombing, avec cette saturation médiatique, clairement, on le voit dans l'enquête, parce qu'Emmanuel Macron progresse que d'un point, on peut dire que c'est anodin, mais dans les segments macroniste traditionnel, il a repris des couleurs. On est dans une opération reconquête qui, pour l'instant, s'arrête aux segments les plus favorables, c'est-à-dire les personnes âgées, les cadres supérieurs. Il reprend 9 points. En tout cas, il aurait la chute, ça c'est ce qu'on peut dire. Très clairement. Voilà. Il stoppe l'hémorragie, gagne 9 points chez ses électeurs du 10 avril dernier. Alors, c'est vrai, sur Gérald Darmanin, il a un socle important, mais il clive énormément. Il y a un rejet très fort de la gauche, alors que, par exemple, Bruno Le Maire bénéficie d'une bienveillance non négligeable à gauche, parce qu'il y a cette image de sérieux. Puis il y a eu quelques épisodes qui ont laissé des traces pour Gérald Darmanin. Je pense notamment au Stade de France, et le sentiment, à tort ou à raison, qu'il y a un décalage entre une très forte occupation du terrain médiatique et beaucoup de présence, un peu comme le Sarko 2002-2007, et un déficit en termes de résultats. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec le petit-neveu de Brigitte Macron, et voilà, est un événement de plus sur cette violence dans la rue. Françoise Degaulle. Moi, je vois aussi que les ministres clivants n'ont pas bonne presse. Je me souviens qu'on commençait déjà à tresser des lauriers incroyables à ce Gabriel Attal qui était l'espoir. Finalement, Gabriel Attal, dans votre baromètre, il perd 4 points. C'est sa première chute. Il a quand même connu une ascension assez impressionnante. Oui, je suis d'accord, mais je me rends compte quand même que, vous voyez, la grande victime, c'est également Marlène Schiappa. On se rend compte quand même que les Français, autant ils peuvent passer l'écriture sexuelle de Bruno Le Maire, dont je répète quand même que c'est un excellent écrivain. Pas ce livre-là que je n'aime pas du tout, mais les Jour précédents. de pouvoir, c'est un livre formidable, par exemple. Musique absolue aussi, c'est sublime. Donc voilà. Mais autant les Français, je sens que les Français, dans votre baromètre, ils plébiscitent plutôt les personnalités apaisantes, plutôt en rondeur, loin du bruit et de la fureur macronienne, avec comment dirais-je, le prolongement macroniste en plus jeune et en moins talentueux pour moi, Gabriel Attal, avec Olivier. On voit bien, par exemple, que voilà, c'est plus dans la rondeur. Cazeneuve, c'est Hollande, c'est Édouard Philippe. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est, pardon de vous couper, François, c'est Olivier Véran. Olivier Véran, plus 2%. Il reste quand même finalement le top. Il reste quand même très bas. C'est-à-dire que là, moi, je suis Emmanuel Macron, je regarde, je fais comment. Oui, il a une exposition très forte. Je fais comment pour reconstituer un gouvernement qui ait du sens, à part faire venir Gérard Larcher et entrer dans une cohabitation qui dit pas son nom, c'est-à-dire en gros un gouvernement de droite. Et Larcher, pardon Françoise, ne bougera pas jusqu'aux élections électorales de la fin septembre. On est d'accord. Mais vous voyez ce que je veux dire. Je suis Macron, on voit que les Français ont envie de soft, de douceur, de rondeur. Je me trompe Non, c'est une hypothèse aussi qui se tient. Alors, je vais vous faire grincer les dents, mais
là, le bruit de la fureur aussi, Jean-Luc Mélenchon la paye. Non, mais je sais, je suis d'accord avec vous. Il recule depuis plusieurs mois, notamment, alors que, je rappellerai, avril 2017, il est premier du baromètre avec plus de 60% de bonnes opinions à la veille de la présidentielle et de son bon score. Maintenant, c'est vrai que Emmanuel Macron, s'il regarde ce baromètre, oui, la solution est compliquée. Faut-il changer ou pas de Premier ministre ? Rien dans l'opinion publique ne fait état d'un appel vers un remplacement et un départ. Ou d'une détestation même. Parce qu'elle n'est pas Juppé. C'est pas Juppé. Tout à fait. Elle a une image personnelle plutôt bien constituée. Ce qui pêche, c'est cette association au 49.3, avant même la réforme des retraites, et le sentiment qu'il y a peu d'éléments de bilan à mettre à son compte. La bonne opinion sur Madame Borne repose essentiellement sur sa bonne image. Vous voudriez un nouveau Premier ministre ou une nouvelle Première ministre? Venez nous le dire au 0826 300 300. C'est Philippe Bilger qui porte sa candidature. Didier, allez-y parce que sinon on va appeler Didier. Frédéric, est-ce que Elisabeth Borne ne peut pas... elle est courageuse, je trouve, parce que dans le JDD, par exemple, j'ai senti que lorsqu'elle dit « je veux continuer jusqu'au bout », on a un président très jaloux de son pouvoir. Je ne sais pas comment il a dû prendre cette volonté de s'accrocher, et puis de se détacher de son emprise à lui. Au fond, Et c'est relativement inédit. Il y a quelques années, il y a eu une bataille sourde entre François Fillon et Jean-Luc Borloo. Jamais Fillon a dit ouvertement dans les médias « je veux continuer ». Pareil pour Édouard Philippe, pareil pour Sébastien. Là, c'est rare qu'une première ministre dise « je veux être là » parce qu'elle a senti le danger. Cette interview, elle est extrêmement intéressante. Elle livre une part de fragilité avec sa réaction par rapport au livre de Bérengère Bonte qu'elle prend très mal. Et elle fait quand même le job sur... Malgré une Assemblée nationale à la majorité relative, j'ai fait voter 27 textes. Elle veut montrer son utilité, mais je le répète, c'est pas le problème pour les Français. 0826 300 300, Didier qui veut réagir. Oui, deux mots. C'est la série Netflix qui continue, qui a démarré le soir de cette deuxième réélection. Malheureusement, alors je rejoins tout ce qui a été dit sur la difficulté pour le président de la République, mais il est condamné à ou alors il s'engage dans un marathon qu'il a démarré et qui va durer 3 ans et demi et il remplace tout le monde, il fait le boulot et il laisse le reste au ministre. Bref, soit il est condamné à changer l'équipe et à avoir effectivement une ou deux personnalités autres que celles qui ressortent un peu dans le sondage. Mais oui, il n'a pas le choix. C'est indispensable. Mais changer d'équipe, ce que dit Didier, Frédéric ou l'une de nos vraies voix, et mettre qui à la place? C'est la question. Un remaniement pour un remaniement, ça ne change rien, ça ne crée pas d'impact. Ça paraît, sauf si c'est Gérard Larcher. Tu vois, si tu fais rentrer les éléphants, les ténors, c'est-à-dire les facteurs de stabilité. Moi, je vois quand même, il y a un besoin quand même de stabilité. Mais ça veut dire aussi que tu envoies comme message aux Français, c'est une cohabitation qui dit pas son nom, d'un nouveau genre en fait, et que tu envoies au message aux Français que la politique qui va être menée, elle va être menée par un parti qui a fait 3% à la présidentielle et qui a ou 4 et qui a 50 députés à l'Assemblée. Donc on est complètement dans une disjoncture. C'est la quatrième, le retour. En fait. Oui, le parti radical sous la troisième. C'est notre époque. Tu vois le truc. Non, mais c'est vrai. Alors, il y avait eu un article extrêmement intéressant dans une interview dans Le Monde il y a 2-3 semaines de Xavier Bertrand qui disait un peu ce que vous venez de dire, Françoise. Emmanuel Macron doit se mettre dans un état de cohabitation. Il n'est pas en cohabitation. Il a une majorité relative, mais il y a majorité à l'Assemblée nationale. Se mettre en cohabitation, c'est ce que vous dites. C'est faire appel à LR. N'oublions pas que, d'une part, c'est pas évident. D'autre part, on a une droite qui sort laminée de la séquence retraite. Un sympathisant de droite sur deux qui est favorable, défavorable à la réforme. Un groupe LR du Sénat qui n'a rien à voir avec celui de l'Assemblée. Attendons, il y a une sorte de statu quo jusqu'au sénatorial. Alors, pardon, j'avais une question. Imaginons un jour un Larcher Premier ministre. Vous savez, en psychologie, on parle d'effet de halo. L'effet de halo, c'est quand finalement vous prenez une espèce d'ombre ou de lumière de votre partenaire. Et du coup, je me dis qu'il y a une telle détestation aujourd'hui du président de la République. Est-ce que même un Larcher qui incarne, voilà, c'est le Sénat, c'est la sagesse, etc. Est-ce que ce serait pas finalement dommageable pour Larcher, plus que ça ne serait positif pour le président? Alors, oui et non. On a toujours eu des premiers ministres qui ont su garder une autonomie. Je disais tout à l'heure, lors d'un rendez-vous, que François Fillon a été populaire les 5 ans
de Nicolas Sarkozy. Même devant Sarkozy, très largement. C'était une popularité de distinction par rapport à Sarkozy. Idem pour Manuel Valls par rapport à François Hollande. Mais c'est vrai que les Français aussi voient l'exécutif comme un couple, comme un couple, comme un bloc. Et donc dans ce cadre-là, ça peut être aussi dommageable pour cette image ronde et consensuelle de Gérard Larcher. Mais bon, en tout cas, on a un président qui a peu de marge de manœuvre. En tout cas, le remaniement je pense, ne change pas la donne, sauf s'il renverse la table. On est d'accord que de toute façon, Emmanuel Macron est au stade où Nicolas Sarkozy l'était 18 mois avant la présidentielle. C'est-à-dire, je fais des déplacements, c'est des villages Potemkin, j'envoie des cartes postales où en fait la réalité du pays et de la contestation n'existe pas. Enfin, on ne la voit pas, mais les gens la connaissent. Donc ça peut pas durer. On est à 4 ans de la prochaine échéance. Ça peut pas durer. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'inévitable, Frédéric, moi je le dis, soit un retour aux urnes, parce que nous sommes dans une crise politique que la communication intensive ne pourra pas régler, ou on va à un retour aux urnes, dissolution, ou on va à un Larcher inévitable à Matignon, ou Xavier Bertrand, ou en tout cas un Premier ministre d'une droite. Non, mais elle est bien classée. Hein, oui, elle est 10e tu peux pas mettre Macron et Dati, ça va être. Elle est plutôt sur un objectif Paris. Puis ça va être elle est plutôt bien placée. Mais tous ces noms qu'on entendait, Julien de Normandie, tous ces noms-là. N'oublions pas qu'on a toujours donné des dizaines de noms. Pour Matignon, c'est jamais celui qu'on attendait qui a été. Mais de Normandie, il est bien, mais il n'apporterait rien sur le plan parlementaire. Le fait qu'il s'entend très bien avec le président et que. On titrera comme Libé avait titré quand François Mitterrand a nommé Laurent Fabius, Emmanuel Macron se nomme à l'hôtel Matignon parce que c'est quelqu'un qui est très proche, mais qui a laissé, il faut le dire, des souvenirs extraordinaires auprès des agriculteurs pendant la période où il était ministre. Frédéric Dabi, est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'une énorme surprise? Quand vous dites Emmanuel Macron, il faudrait qu'il renverse la table. Est-ce qu'on n'est pas à l'abri de ça? D'une démission? Mais déjà, gouverner, c'est surprendre. Et Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui réussit assez souvent à surprendre. La surprise, c'est quoi? C'est une dissolution, comme le disait François, c'est tout à fait envisageable, même si aujourd'hui, ici et maintenant, je pense que une dissolution, on trouve une assemblée encore moins gouvernable que celle-là. On n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est une hypothèse qui se tient. Démission. Un remaniement, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il va remanier? Il peut très bien garder cette bande pendant longtemps, voire très longtemps. Il y a la période JO, il y a la période de fin d'année, il y a cette question de la majorité relative. Démissionner, je n'y crois pas une seule seconde. Hier, c'était quand même une intervention plutôt réussie, j'ai trouvé, en termes de cohérence et avec un axe clair, parler à son socle, parler des classes moyennes et de la France du travail, et dans ce cadre-là, peut-être déjà engager le combat contre le Rassemblement national, parce que là où Marine Le Pen a particulièrement percé, et c'est là où se jouera, je pense, l'élection, c'est cette France du travail et celle des classes moyennes. Vous restez avec nous, monsieur Frédéric Dabi, parce qu'on aime beaucoup quand l'un vous êtes c'est là. Fred, l'autre c'est monsieur Frédéric Dabi, deux salles, deux ambiances. Mais c'est bon, c'est ça. On godille. Vous restez avec nous et des appels au standard, bien entendu, pour réagir sur ces questions. Là, tout de suite, 0826 300 300. Bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est le retour des vraies voix et on revenait sur. Qu'est-ce qu'on a sur ce Bilger, mais qu'est-ce qu'il peut dire comme connerie? C'est fou. On revenait sur ce baromètre. Écoutez les amis, IFOP, Fiducial pour Sud Radio et Paris Match avec notre ami Frédéric Dabi, qui est directeur général du pôle opinion de l'IFOP. Et vos appels au 0826 300 300 avec une réaction de Christian, qui nous appelle en direct de Béziers. Bonsoir Christian. Bonsoir Christian. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Christian. Bonsoir Christian. Ouais, je vous ai écouté, là, c'est assez intéressant ce que vous avez dit. C'est bien la première fois. Non, mais attendez, il faut toujours commencer par des compliments. Attention, on va s'en prendre plein la bataille. C'est ça. Bon, mais ceci dit, poussez votre raisonnement un petit peu plus loin. Pourquoi vous ne posez pas la question au point où on en est? Est-ce qu'on ne pourrait pas effectivement repartir sur une organisation complète? C'est-à-dire présidentielle, législative, démission du président, c'est ça? Oui. Ça peut très bien être cette réflexion-là, ou alors vous avez une personne dont vous n'avez absolument pas parlé. Ah. Moi, j'essaye de l'étudier un petit peu justement pour voir un peu ce qu'il dit. C'est Monsieur Dupont-Aignan. Alors, il est dans le classement et il bénéficie d'une hausse de 4 points. C'est la plus grande hausse, c'est la plus forte hausse ce mois-ci, et je l'associe au fait qu'il a été très visible dans la dernière.
Non, dans la dernière séance, notamment sur l'affaire du drapeau européen au fronton des mairies. Mais pardonnez-moi, je peux vous d'aller au bout de votre pensée. Pourquoi vous réfléchissez à refaire tout le système? C'est-à-dire que vous pensez une démission du président, une présidentielle, des législatives? Je n'ai pas bien compris en fait. Qu'est-ce que vous pensez? Oui. Bah, écoutez, essayez d'analyser un peu le développement du Premier ministre anglais. Il était un petit peu discrédité au départ et maintenant vous vous rendez compte qu'il a pris une mainmise qui est quand même assez efficace. Ouais. Oui. Je comprends pas bien. C'est difficile de comparer les deux systèmes, en fait. Restez avec nous, Christian. Philippe Bilger, la question. Restez avec nous, Christian. Dabi, pour devenir tout à coup poli. Frédéric Dabi, je sais plus. Est-ce que vous approuvez l'analyse qui a été faite hier ou avant-hier, qui voit dans la surabondance médiatique d'Emmanuel Macron et les projets qu'il a aujourd'hui, le retour du premier Emmanuel Macron? Alors, oui et non. Oui, c'est vrai qu'on sent l'impression qu'il est en campagne électorale, comme s'il avait regretté d'avoir pas assez fait campagne, notamment après la présidentielle. Et je suis moins d'accord parce que clairement, le but de cette saturation médiatique, plutôt de qualité en termes de contenu, c'est désaxer l'agenda des Français. Tourner la page des retraites qui n'est pas tournée, c'était notre balise IFOP fiduciaire pour Sud Radio d'il y a 15 jours, ou après le 1er mai, après la validation par le Conseil constitutionnel, après le vote de la loi, on avait une majorité de Français qui disaient il faut que les manifestations se poursuivent, et un de mes confrères sort une enquête où c'est quasiment les mêmes chiffres là dans ces jours-ci. Donc le but cherché, c'est essayer de tourner la page des retraites. Il y arrive. Je ne sais pas s'il y arrive, mais c'est compliqué. C'est compliqué, même si je trouve que déjà le reflet médiatique fait que les taux retraite se desserrent un peu. Oui, mais moi je veux bien qu'on... Jean voulait juste parler. Une question. J'ai l'impression que s'il y avait une dissolution, ce serait beaucoup plus ingouvernable encore que ça ne l'est aujourd'hui. Alors que je me dis des présidentielles demain, je me dis que le président Macron pourrait repasser très facilement. Mais il ne pourrait pas être candidat. Ça veut rien dire parce qu'il n'a pas fait 2 mandats complets. Il y a un flou juridique. Non, il y a un problème constitutionnel. Je suis d'accord avec toi. Il y a deux théories qui s'affrontent. 2 mandats complets. Il y a un flou juridique. Est-ce que le mot complet est marqué? C'est parce qu'il n'est pas précisé complet, c'est ça le problème. Et comme ça n'est pas précisé complet, on peut retoquer la candidature du président. En revanche, on a fait 2 heures complètes, donc on est obligé de s'arrêter. J'ai senti votre douleur aujourd'hui, ma chérie. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci beaucoup, Françoise Degois. Merci beaucoup, Jean Dorido. Merci Sa Majesté, Frédéric Dabi. Merci beaucoup, notre Frédéric Dabi, qu'on aime tant, directeur général du pôle Opinion de l'IFOP. Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup, Didier. Merci à tous ceux qui nous ont appelés dans un instant. À ce côté-là. On va vous parler emploi avec Jérôme Laverny parce que oui, on va vous trouver du travail encore ce soir. Restez avec nous, à tout de suite.